Le RGPD, rien que l'acronyme, ça peut faire un peu peur, hein. Mais en fait, derrière ces 4 lettres, il y a une idée toute simple. Protéger les données personnelles. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. L'objectif, que tout devienne clair une bonne fois pour toutes. Allez, pour bien commencer, on va parler chiffres. Et pas n'importe lesquels. Ce chiffre, c'est le montant maximum de l'amende pour une infraction grave au RGPD. 20 millions d'euros ou, attention, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Et c'est toujours le montant le plus élevé des deux qui est retenu. Ça donne tout de suite une idée de l'enjeu, n'est-ce pas? Et attention, il y a une subtilité hyper importante ici. Le RGPD, ce n'est pas une loi, c'est un règlement. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas juste une histoire locale. Non. C'est un texte qui s'applique à l'échelle de toute l'Union européenne et même au-delà. En fait, dès qu'une entreprise, n'importe où dans le monde, qu'elle soit à Paris, New York ou Tokyo, traite les données d'un citoyen européen, eh bien, le RGPD s'applique à elle. La portée est vraiment mondiale. Bon, on voit que l'enjeu est énorme. La question, c'est par où on commence pour s'y conformer? Pour y voir plus clair, on va prendre un exemple un peu extrême. On va s'intéresser à une profession qui, on peut le dire, subit le test de résistance ultime en matière de protection des données. Je parle bien sûr des avocats. Pourquoi les avocats, justement? Eh bien, c'est assez simple en fait. Tout est lié à la nature même des informations qu'ils manipulent tous les jours. Pensez-y, ils ont accès à des données qui sont parmi les plus sensibles et plus intimes qu'on puisse imaginer. Ça touche vraiment au cœur de la vie privée des gens. Regardez cette liste. On parle d'état de santé, de détails financiers, de condamnations pénales, d'opinions politiques. Ce sont vraiment les informations les plus personnelles qu'une personne puisse savoir. Le genre de choses qu'on ne confie pas à n'importe qui. Et c'est précisément pour ça que leur démarche de conformité est si intéressante. Si un cabinet d'avocats arrive à être en règle avec des données aussi sensibles, alors leur méthode peut servir de modèle pour absolument tout le monde. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de partir d'une feuille blanche pour savoir comment faire. En France, l'autorité qui s'occupe de ça, c'est la CNIL. Et la CNIL, elle a mis en place une feuille de route super claire, très logique. L'idée, c'est de prendre ce gros règlement qui peut paraître très complexe et de le transformer en un processus beaucoup plus accessible. Et la voici, cette fameuse méthode. Elle tient en 4 étapes, 4 verbes d'action. Recenser, trier, respecter et sécuriser. Ce qui est génial ici, c'est qu'on n'est pas dans la théorie juridique hyper complexe, non. Là, on est dans le concret. Ce sont 4 étapes vraiment pratiques que n'importe quelle organisation, petite ou grande, peut mettre en œuvre. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer un peu. Derrière ces étapes, il y a des principes clés. On va en regarder 2 de plus près, celui de la minimisation et celui de la conservation des données. Voyons voir ce que ça signifie dans la vraie vie. La minimisation des données. Le nom est assez parlant en fait. Le principe est simple. On ne doit collecter que le strict nécessaire. La question qu'il faut se poser en permanence, c'est est-ce que cette information précise est absolument indispensable pour ce que je veux faire? Si la réponse est non, ou peut-être, alors on ne la collecte pas. C'est aussi simple que ça. Regardons cet exemple. C'est très parlant. Imaginez qu'on monte un dossier pour une entreprise. Avoir les coordonnées professionnelles du client, son poste, etc. Oui, bien sûr, c'est nécessaire. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir s'il est marié, s'il a des enfants ou le nom de son cousin? Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec l'objectif. La minimisation, c'est exactement ça. Faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Deuxième grand principe, la conservation limitée. Là aussi, l'idée est assez intuitive. Une fois qu'une donnée a servi à ce pourquoi elle a été collectée, on ne peut pas la garder au cas où pour l'éternité. Il faut la supprimer ou alors l'archiver dans un endroit sécurisé avec un accès très limité ou encore la rendre complètement anonyme. Ce qui nous amène à une question assez évidente. C'est la grande tentation, n'est-ce pas? De se dire « Allez, je garde tout, on ne sait jamais, ça pourrait servir un jour ». On pourrait penser que c'est une mesure de sécurité, mais alors, que dit le RGPD là-dessus? Est-ce qu'on a le droit de tout garder pour toujours? La réponse est très claire. C'est non. C'est tout simplement impossible. Toute conservation de données doit avoir une durée limitée et surtout justifiée. Et cette justification, elle vient souvent d'autres obligations légales. Par exemple, il y a des délais de prescription en droit, des obligations comptables. C'est ça qui va dicter pendant combien de temps on doit garder une information et pas plus longtemps. Et pour que ce soit encore plus concret, regardons quelques exemples. Les CV des candidats qu'on n'a pas retenus. On peut les garder 2 ans, mais attention, il faut leur accord. L'objectif, c'est de pouvoir les recontacter si un autre poste s'ouvre. Les fiches de paye? Là, c'est une obligation légale pour l'employeur, dont c'est 5 ans. Pas le choix. Un dossier client qui est fermé, on le garde 5 ans aussi, au cas où il y aura un litige sur la responsabilité professionnelle. On voit bien la logique. À chaque donnée, à chaque objectif, correspond une durée de vie précise. Rien n'est laissé au hasard. Ok, donc on a une méthode en 4 étapes. On a des principes comme la minimisation, la conservation. C'est très bien, c'est très pratique. Mais si on prend un peu de recul,
Au fond, c'est quoi l'idée? Quelle est la philosophie derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? J'adore cette analogie, je la trouve absolument parfaite. C'est l'analogie du château fort. L'idée, c'est de considérer les données qu'on détient comme un trésor qu'on garde à l'intérieur des murs de notre château. Et si ce trésor est bien à l'abri dans notre château, alors on sera bien plus capable de le défendre. Ça change toute la perspective. Le but n'est plus juste d'éviter une amende. Le vrai but, c'est de bâtir une forteresse de confiance et de sécurité autour des informations qu'on nous a confiées. Et c'est ça, la vraie conclusion. Il faut arrêter de voir la protection des données comme un simple fardeau administratif, une liste de cases à cocher. C'est bien plus que ça. C'est le fondement de la confiance dans le monde numérique d'aujourd'hui. Du coup, la question finale à se poser, ce n'est pas « comment est-ce que je fais pour être conforme ?» La vraie question, c'est « à quel point ma forteresse est-elle solide ? Comment est-ce que je peux la rendre si sûre que la confiance de mes clients, de mes partenaires, devienne une évidence ?»